fleuve de Amadou Apatiba, et Guiton. Il dit que le pouvoir, c'est comme l'alcool. Premier verre, vous sautillez comme un cabri, vous êtes très content. Deuxième verre, vous devenez très fort comme un lion dans la savane. Tout le monde a peur de vous. Troisième verre, vous faites des cochonneries. Vous détruisez tout ce que vous avez fait. Bien. Moi, je voudrais, malgré les applaudissements et les mots bienveillants des sympathisants parmi vous et les hommes de presse qui analysent, vous dire que moi, je ne prends pas l'alcool. Donc, j'ai le pied sur terre. Je n'ai pas pris le premier verre, encore moins le deuxième ni le troisième. C'est pour cela que tout ce qui m'est adressé comme mot très flatteur, je dois avoir l'honnêteté de le dire que ça réussit parce que j'étais dans une équipe. Ça réussit parce que nous travaillons en symbiose. Et cette équipe avait un chef. Et moi, j'étais dans l'équipe. Cette équipe avait des participants. C'est ensemble que nous avons tiré la locomotive Mali pendant ce que j'appelle les années de braise, les années 2021 et 2022, avec beaucoup de sang-froid et de raison. Mesdames et messieurs, en 2020, le peuple malien confronté à une crise multidimensionnelle a engagé une lutte patriotique portée par le M5 RFP qui a abouti à la chute de l'ancien régime le mardi 18 août 2020 avec l'intervention des éléments des forces armées maliennes constituées en CNSP, le Comité national pour le salut du peuple. Après une première phase de navigation sans vision claire et sans objectif précis, survint en mai-juin 2021 la rectification de la trajectoire de la transition que nous avons brièvement appelée la rectification. Il y a certains qui ne sont pas d'accord. Vous aurez remarqué, il y en a qui ne le prononcent jamais. Et pour cause. À cette occasion, il a été convenu entre les forces vives du changement, civiles et militaires, de sceller un partenariat stratégique afin de bâtir l'action gouvernementale autour de mesures essentielles exprimées et attendues par le peuple malien. Ce partenariat stratégique, scellé au soir du lundi 24 mai 2021 à Kati, sous la forme d'un compromis politique historique, c'est-à-dire d'un pacte d'honneur entre patriotes, fut bâti autour d'un engagement sincère pour la mise en œuvre d'actions pertinentes pour la refondation du Mali, à travers la mise en œuvre des 10.17 mesures synthétisant les attentes contenues dans la vision du M5 RFP. La refondation a consisté à adopter une vision résumée et définie de commun accord, à attribuer la fonction de président de la transition, chef de l'État, à une personnalité membre du CNSP et celle du Premier ministre, chef du gouvernement, à une personnalité désignée par le M5 RFP, attribuer certains postes clés du gouvernement à des membres désignés par l'ex-CNSP et les autres au M5 RFP et aux autres forces politiques et sociales. C'est ce qui avait été convenu.
Un attelage gouvernemental conduit par le Premier ministre chef du gouvernement, nommé le 7 juin 2021, présidé par le président de la transition, est ainsi mis en place le 11 juin 2021. Le plan d'action du gouvernement, approuvé par le Conseil national de transition le 2 août 2021, se résume en 4 principaux axes. Le renforcement de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le mot application intelligente a été introduit à la suite de la rectification, tout le monde se rappelle, et les circonstances dans lesquelles le ministre vient de le dire. D'ores et déjà, à cela s'est ajoutée la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, tenues sur une base inclusive et participative du 11 au 30 décembre 2021, avec la participation de 84 700 délégués des communes jusqu'au niveau national, dont 2200 délégués des Maliens établis à l'extérieur. D'ores et déjà, mesdames et messieurs, il nous paraît utile, par des voies de redevabilité et pour l'histoire, parce que j'ai l'habitude de vous dire que notre gouvernement travaille pour l'histoire. Souvent, vous aurez le temps de vous rendre compte, nous avons fermé les yeux sur les calculs de pouvoir, parce que nous voulions éviter exactement ce que le ministre Ibrahim Kassa vous a dit. Commencer quelque chose et ne pas le finir. Nous avons décidé, c'est pour cela, mesdames, messieurs, il nous paraît utile de faire la genèse du mouvement historique pour le changement enclenché en 2020 et le point de réalisation sous l'action gouvernementale conduite par le Premier ministre issu des rangs du M5 RFP. D'abord, la genèse du mouvement populaire porté par la Troïka en mai-juin 2020. En effet, les organisations sociales, civiles et politiques, les personnalités et d'autres patriotes maliens réunis au sein de la Troïka, EMK, Espoir pour le Malikoura, la CEMAS, les partisans regroupés, les partisans de l'imam Mahmoud Diko et le FSD, dirigé par Soumaïla Cissé et moi j'étais son intérimaire, qui s'est engagé dans la lutte pour imposer le changement au régime de notre ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, exprimait des demandes précises lors de la première conférence de presse tenue le 30 mai 2020. Ainsi, dans une déclaration liminaire, la Troïka est arrivée aux conclusions ci-après. Je cite: au regard de ce qui précède et de l'impérieuse nécessité de sauver notre nation d'un péril certain, les trois organisations ont décidé de lancer un appel patriotique à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora pour 1. Une grande mobilisation pour le sursaut national afin de faire face à une gouvernance chaotique et prédatrice, au risque de partition programmée du pays, aux atteintes graves aux principes républicains et démocratiques, notamment la confiscation du vote des citoyens. Deuxièmement, la reconstruction des forces armées de sécurité, mieux recrutées, mieux formées, mieux équipées, dignes d'un État protecteur de ses citoyens et des institutions. 3. La préservation de l'intégrité territoriale du Mali, de son unité et le plein exercice de sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. 4. Une gouvernance vertueuse garantissant la paix, la sécurité, la justice et la réconciliation nationale, ainsi que la restauration de la confiance
entre l'État et les citoyens. 5. Une priorisation de l'éducation et de la santé. 6. La garantie de l'accès aux services sociaux de base et aux infrastructures. 7. La restauration de l'état de droit par la consolidation de la démocratie, afin de permettre au peuple malien de jouir librement de tous ses droits constitutionnels, y compris les élections régulières et crédibles, se traduisant par une forte légitimité des institutions de la République. Huit, la mise en œuvre de toutes les actions nécessaires pour la libération de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition républicaine, et de toutes les personnes enlevées et injustement privées de leur liberté. 9. Un rassemblement des forces vives de la nation afin de créer les conditions d'une union sacrée autour de l'idéal d'un Mali uni, prospère et respecté à travers la rupture avec le système actuel et l'avènement de la 4e République. La réalisation d'un tel objectif exige la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, dont la gouvernance a mis en danger de dislocation notre pays, notre nation. Nous appelons le peuple du Mali à un grand rassemblement qui aura lieu à Bamako le 5 juin 2020 à 14h à la place de l'indépendance. Fin de citation. C'était donc ce qui a été écrit dans notre propos liminaire. Mesdames et messieurs, à l'évidence, la satisfaction amorcée le 18 août de ces demandes majeures qui étaient à la base de la jonction des forces vives de la Troïka devenue M5 RFP et les représentants des forces armées maliennes, FAMA, est progressivement et amplement constatée depuis la rectification de la trajectoire de la transition amorcée en mai-juin 2021. Mais avant, le Mali a passé par une première phase de navigation à vue, sans objectif clair, pilotée par des acteurs, président de la transition et premier ministre de la transition, étrangers à la lutte héroïque du peuple malien et portés par le M5 RFP. Étrangers aussi au risque que les membres du CNSP ont pris pour parachever la lutte du peuple. Et la proposition, mesdames et messieurs, et la proposition de mise en œuvre des 10 points de cette mesure formulée et soumis à l'ancien président de la transition Bandao en début 2021 n'avait pas reçu de suite favorable. Finalement, à l'occasion de la réactivation de la trajectoire de la transition, il a été convenu entre les forces du changement, le M5 RFP et l'ex-CNSP, de bâtir l'action du gouvernement autour de ces mêmes mesures essentielles exprimées par le peuple malien qui, je vais citer comme suit, sont premièrement la lutte implacable contre la corruption, deuxièmement la réduction du train de vie de l'État, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la redevabilité. D'énormes ressources pourraient être ainsi affectées à la satisfaction de la demande sociale pour freiner la paupérisation croissante et la hausse insupportable du coût de la vie. 2. De véritables poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de la crise. 3. En petit 1, l'audit du patrimoine immobilier de l'État, cadastre et des collectivités territoriales. Petit 2, l'audit des ressources publiques allouées à certains départements ministériels, services stratégiques et projets de développement. 4. En petit 1, l'organisation des assises nationales de la refondation pour aboutir
à un large consensus national sur les grandes préoccupations de la nation. Petit 2, la conclusion d'un pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance afin d'aboutir à une trêve globale, politique, sécuritaire, syndicale, sociale et économique et créer un climat d'apaisement, de sérénité et de confiance mutuelle. Cette stabilité permettra de consacrer les énergies et les ressources de la nation à la lutte contre le terrorisme et la conduite consensuelle de la paix. Petit 3, les opérations politiques, les réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation. Grand 5, la révision consensuelle et inclusive de la Constitution dans le respect de l'article 118. Vous rappelez que dans l'article 118 de l'ancienne Constitution, il était dit qu'il ne peut pas y avoir certaines réformes, notamment la révision de la Constitution, tant qu'une partie du territoire est occupée. 6. La réécriture de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d'Alger, dans le respect des principes fondamentaux d'unité nationale, d'intégrité territoriale nationale, de la souveraineté de l'État et de la forme républicaine et laïque de l'État. 7. La mise en place d'un organe unique de gestion des élections, tel que réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. 8. Petit 1, ici, la dissolution du gouvernement. Petit 2, la dissolution du Conseil national de transition. Ça va vous étonner parce qu'à la première phase de la transition, nous avions effectivement réclamé la dissolution du CNT. Parce qu'il y a beaucoup de gens sans représentativité qui ont été choisis au pifomètre. Mais dans le cadre du consensus politique, historique et le virage patriotique que le CNSP et le M5 ont pris le lundi 4 mai 2021, nous avons passé l'éponge sur cette revendication. À partir de ce jour, il a été convenu au M5 RFP que c'est une constitution majeure. Le CNT va être considéré comme l'organe législatif reconnu par toutes les forces du changement désormais. C'était important que je rappelle ça parce qu'il y en a qui disent, moi ils ont dit que le CNT n'est pas légitime, pourtant ils le reconnaissent maintenant. C'est dans le cadre d'un consensus. Et ce consensus, nous le respectons jusqu'à preuve du contraire. Donc pour nous, les membres du CNT, ils font fonction d'organes législatifs, la même chose que font les députés. La dissolution de son remplacement par un organe respectueux des lois est plus légitime. La fin de la répression des manifestants, des arrestations abusives et extrajudiciaires, des faits du prince contre les populations démunies, comme les démolitions d'habitations. 10. Petit 1, la création de conditions sécuritaires pour le retour de l'administration et la fourniture des services sociaux de base et l'organisation des élections libres et crédibles. Petit 2, le respect de la durée de 18 mois pour la mise en œuvre des tâches prioritaires et celles qui ne seront pas exécutées dans ce laps de temps devraient être transférées à des équipes plus légitimes et ce en stricte conformité avec les conclusions et les résolutions des assises nationales de la refondation, à la mise en œuvre desquelles tous les acteurs politiques et de la société civile seront préalablement engagés avant les élections générales. Les autorités de la transition se sont attelées avec une volonté inébranlable, une détermination obstinée et sans faille à la réalisation et à la satisfaction de toutes les demandes et attentes ainsi exprimées. Mesdames, Mesdames et Messieurs, les exigences et demandes satisfaites depuis le début de la rectification. Les demandes exprimées
depuis les grandes mobilisations de 2020, ayant été synthétisées en 10,17 mesures, le gouvernement a mis en priorité les assises nationales de la refondation pour réactualiser, les partager avec le maximum de Maliens et les rendre réalisables, à leur avis bien un caractère exécutoire. Dans un environnement caractérisé par la multiplicité des priorités, défense, sécurité, paix, diplomatie, alimentation, éducation, énergie, emploi, infrastructure, réforme politique, institutionnelle, administrative. Dans un environnement donc où il y avait toutes ces priorités, l'engagement du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations des ANR a été traduite par l'adoption du cadre stratégique de la refondation de l'État et ses plans d'action par décret du 10 août 2022, assurant ainsi le caractère exécutoire des résolutions des assises. L'objectif général du cadre stratégique de la refondation vise à assurer un véritable processus de refondation du Mali avec la mise en œuvre progressive des recommandations des ANR à travers 5 axes stratégiques qui sont: axe 1, gouvernance, réforme politique et institutionnelle; axe 2, défense, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale; axe 3, croissance économique et développement durable; axe 4, capital humain, genre et inclusion sociale; axe 5, jeunesse, sport, culture, artisanat, tourisme et construction. Mesdames et messieurs, je vais faire une partie de l'économie de tous ces actes-là. Je pourrais les développer un à un. Comme ce document sera transmis, je vous prie de les tirer chacun et le lire attentivement pour qu'il n'y ait pas d'interprétation fallacieuse de ce que nous voulons dire. Juste pour une économie de temps, il y a certains chapitres que je vais sauter dans la lecture. Mesdames et messieurs, après avoir cité ces axes qui sont développés, je voudrais dire que le gouvernement s'est employé sous l'autorité du président de la transition. Je précise, parce que vous savez, en Afrique, quand les gens ne s'entendent pas, on ne veut plus parler d'eux. C'est ce qui a amené certains à vouloir effacer le nom du premier de l'histoire. Vous savez, dans les années 2021-2022, j'ai dit à plusieurs personnes que les grands panafricanistes, Modibo Keïta, Ahmed Sékou Touré, Nkrumah et d'autres, on a parlé d'eux qu'après leur mort. Mais Assimi Goïta est chanté au Nigeria, en Afrique du Sud, dans le monde entier. Mais Assimi Goïta travaillait en équipe. C'était le chef de notre équipe. Et moi, je l'accompagnais. C'est pour cela que je ne vais jamais faire l'erreur de vouloir attribuer tout ce que nous avons réussi à ma personne et l'oublier. Et c'est pour cela que je précise que ce que nous avions fait, nous l'avons fait sous l'autorité du président de la transition, à la réalisation des points contenus dans cette vision forgée au cours de la lutte du peuple. Lui-même d'ailleurs, dans beaucoup de ses interventions, il rappelle que ces décisions sont la mise en œuvre des résolutions des assises nationales. Il est vrai qu'actuellement, il y a une tentative de réécriture de l'histoire. Il y a des documents qui circulent où toute cette partie est ignorée. Nous ne ferons jamais cette erreur. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, dans le domaine de la sécurité, le Mali a été débarrassé de tout ce qui pouvait l'empêcher de réaliser la vision endogène du Mali-Koura. La force Takuba, G5 Sahel, Barkhane, EITN et Cap Sahel, avec en prime la reconquête de toutes les emprises occupées antérieurement par la MINUSMA, y compris Kidal, jadis sanctuaire des narcoterroristes, inaccessible aux représentants officiels de l'État malien, qui étaient obligés de payer des rançons pour pouvoir entrer à Kidal. La réussite de ce processus des ANR est intimement liée à la forte implication du M5-RFP aux côtés du gouvernement, de la tenue de la table ronde, de la validation des termes de référence, de l'ordre des ANR
et de l'organe unique de gestion des élections et la participation efficiente et efficace de ses représentants dans les structures d'organisation des ANR. Mesdames et messieurs, je vais vous dire 2 mots sur la capitalisation des acquis de la refondation, que certains, pour diverses raisons, ont tendance de réécrire. Je détiens aujourd'hui un document en main où on retrace l'histoire de la transition, où l'impasse est faite totalement sur les assises, comme si c'est un nouveau groupe de Maliens qui invente l'histoire, où on reproduit toutes les réunions infructueuses qui étaient tenues sous la Deuxième République. Nous ne tomberons pas dans cette erreur. Mesdames et messieurs, depuis la rectification, avec l'implication et le soutien du peuple malien et le leadership courageux des dirigeants de la transition, les résultats du changement pour la refondation du Mali sont irréfutables, visibles, tangibles à tous les niveaux. Les réformes politiques et institutionnelles dont notamment l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation de l'organe unique indépendant de gestion des élections, les réformes dans le domaine de la justice, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de la culture, de la citoyenneté, du système des valeurs, l'économie avec la reprise des différents secteurs stratégiques en main. La montée en puissance des formats qui s'est traduite par un large consensus de refondation et de reconstruction nationale est notre outil de défense robuste et adapté aux menaces qui a permis d'engranger d'énormes succès par nos forces de défense et de sécurité, désormais opérationnelles pour la restauration de l'intégrité nationale, de la sécurité, de la sécurisation des personnes et des biens. Le départ de nos territoires des forces militaires étrangères, je les ai déjà citées, la fin de la médiation internationale et l'expulsion du représentant de la CEDEAO, les expulsions des représentants de certaines puissances étrangères et la fermeture de certains médias étrangers qui s'organisaient pour semer la discorde et l'exacerbation des conflits intercommunautaires. La libération par les femmes de Ber, Anéfis, Kidal et toutes les autres emprises militaires dans plusieurs localités au nord et au centre du pays. Vous savez qu'au nord, l'arrivée de l'aménagement au nord, ça ne faisait pas partie de ses missions. On est venu créer l'insécurité au centre pour que nous oublions ce qui se passait au nord. Nous ne nous sommes pas trompés. Le recouvrement de la souveraineté du Mali au plan national, au plan international, notre pays a dénoncé au plus haut niveau, notamment vis-à-vis du Mali. Depuis 2022, juillet, le Mali a en vain demandé solennellement la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'exposer les preuves irréfutables des activités de sponsoring des mouvements terroristes au Mali et au Sahel par la France. L'installation du gouverneur de Kidal et la sécurisation de l'administration officielle par les événements des FAMA et non des complices désignés par les terroristes. Vous savez qu'avant, le gouverneur, sa sécurité, c'est les forces spéciales de terroristes qu'on appelle les SESMAC, c'est eux qui assuraient sa sécurité. Les ministres, le drapeau du Mali était interdit, était piétiné. Les ministres, pour aller demander l'autorisation, ils pouvaient aller à l'aéroport faire toute la journée. Le soir, l'administration dit qu'il n'y a pas d'avion. Tout cela, c'est un passé lointain. Notre gouverneur est installé à Kidal. Sa sécurité est assurée par les forces armées maliennes. La moralisation des examens scolaires et concours de la fonction publique avec le bannissement de la fraude et de la corruption pour assainir le système éducatif et l'administration d'État, mais également promouvoir la culture de l'excellence et du mérite. L'élaboration d'un pacte de stabilité. Il nous plaît ici de rendre un hommage mérité, j'insiste là-dessus, aux syndicats nationaux qui ont fait échec à plusieurs tentatives de déstabilisation de la transition. Je sais de quoi je parle. Les syndicats ont été démarchés par des forces étrangères, par certaines personnalités nationales
pour déstabiliser la transition. Les syndicats n'ont pas cédé. Il faut leur rendre hommage ici. C'est très important que je le dise. Mesdames et messieurs, au plan sous-régional, le Mali s'est tenu debout auprès des frères voisins du Burkina Faso et du Niger lorsqu'ils étaient menacés d'agression militaire. Au plan sous-régional, j'ai dit déjà au plan régional, notre pays s'est résolument engagé au cœur de l'intégration sous-régionale, matérialisée par la mise en place de la Confédération des États du Sahel, avec le Mali, avec le Burkina Faso et le Niger. Au plan international, la voix du Mali résonne fort et est écoutée dans toutes les arènes. Vous venez de dire que certains, quand ils voient le passeport malien, ils sont tellement fiers que je vais vous dire une anecdote. J'ai un parent qui a été dans un pays africain dont je vais taire le nom pour les raisons que vous comprenez. Dès qu'ils ont su que c'était un Malien et de surcroît un Maïga, vous savez que tous ces frais d'hôtel ont été payés par une bonne volonté. On l'a escorté jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, on l'a escorté dans son avion, comme un officiel. Bien sûr, il faisait le malin. C'est arrivé ici qu'il m'a dit, mais nous là, on est important à l'extérieur. Hein. C'est ici qu'on ne sait pas qui on est. Ça, c'est fait la semaine passée seulement. Au regard de ces grandes avancées, mesdames et messieurs, le peuple malien peut se convaincre que la refondation voulue par lui est résolument en marche à travers une vision comprise et acceptée par les citoyens, déterminés, résilients, basés sur un plan d'action progressivement mis en œuvre avec la naissance de la 4e République dans une union sacrée pour un Mali debout et digne. Bien entendu, mesdames et messieurs, je l'ai répété plusieurs fois et je continuerai à le dire par sincérité et honnêteté historique, que toutes ces actions et réussites se sont réalisées grâce à plusieurs initiatives et actions résolues du président de la transition et de ses compagnons d'armes, et bien sûr grâce au succès irréfutable des femmes engagées dans des vastes opérations sur le terrain de combat militaire. C'est pour cela que je les ai dénommés Monebo Deum, tous ceux qui portent les tenues. Il y en a qui ont réduit ça au sommet de l'État. Je ne suis pas dans cette logique-là. Les soldats de deuxième classe qui se battent sur le terrain, qui meurent, qui occupent les lieux, jusqu'au sommet de la hiérarchie, sont tous concernés. Oubeye Monebo Deum. Mesdames et messieurs, maintenant je vais vous parler brièvement, parce que Noumtoko vous a dit, on donne 40% aujourd'hui, en plus des 50 qu'on avait donnés. Les 50 sont des ressources stratégiques. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Et les politiques, et les géopolitiques, et les internationales, et il y a des ennemis de la transition dans nos pactes. Même dans cette salle, il y en a qui sont venus pour écouter, enregistrer, aller rendre compte. Mais c'est pourquoi je parle fort, pour qu'ils entendent très bien. Je voudrais donc parler des tentatives, des difficultés et des tentatives de déviation et de tripatouillage dans la marche de la transition. Mesdames et messieurs, malgré la rectification de la trajectoire de la transition et la mise en œuvre progressive du processus de refondation de la nation sous l'impulsion des autorités de la transition, le peuple malien a observé et constaté avec amertume un relâchement, voire une remise en cause du pacte d'honneur, du partenariat stratégique liant les forces du changement, civil d'une part à travers le M5RFV et militaire d'autre part à travers le CNSP. Cette situation sera plus tard exploitée par certaines forces politiques hostiles et des militaires pourtant liés par le partenariat stratégique pour tenter d'affaiblir
et déstabiliser le Premier ministre et le M5 RFP, qui ont fort heureusement, ils sont restés vigilants et ont mis les intérêts supérieurs du peuple au-dessus des considérations politiciennes et personnelles. Le prix à payer a été les multiples démissions que vous avez vues. Je n'ai pas besoin de m'attendre là-dessus. Et des scissions ourdies au sein du mouvement. Vous en savez plus que ce n'est écrit d'ailleurs. En effet, déjà en fin 2022, lorsque nous sortions de l'hôpital, et surtout à partir du début de l'année 2023, une sorte de spectre de confusion et d'amalgame plane sur la transition avec de véritables risques graves de remise en cause. Ainsi, je vais en parler de façon non limitative parce qu'il y a des choses qui doivent être gardées pour l'avenir. Ainsi donc, nous avons assisté médusé dès le 8 juin 2023. Vous étiez là à une malheureuse tentative que le M5 a qualifié de meeting de la honte, de lancer la campagne référendaire en faveur du 8 massif pour les opérations de vote du 8 juin, sans aucune coordination avec le Premier ministre, qui avait été envoyé sur le terrain pour une mission, dit-on. Dès le 1er juillet, une embuscade, pour terminer un terme militaire, ou un piège, a été tendu au Premier ministre, qui est mis devant le fait accompli par la formation d'un nouveau gouvernement, opérant ainsi en un premier temps la première rupture officielle du pacte d'honneur, incarnant la fonction de gouvernement de transition formé le 11 juin, par purement et simplement le limogeage et le remplacement de la quasi-totalité des ministres issus du rang du M5 RFP, sans consultation ni proposition alternative du Premier ministre en sa double qualité de chef de gouvernement et de président du M5. Ici, je précise, et je l'ai dit au ministre, sortir d'un gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on a démérité toujours. Il peut y avoir de nouvelles orientations stratégiques. On peut même être utile à son pays sans être ministre. Nous sommes 22 millions de Maliens. Si on prend deux d'entre nous, certains d'entre nous pour faire des ministres, ce n'est pas un problème. Donc si on les sort du gouvernement, il ne doit pas en faire un problème. Mais ce qui est grave, c'est que nous n'avons pas été consultés. Et si les ministres ont fait des fautes, il s'agissait de les remplacer par des ministres du M5. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été purement et simplement remplacés par qui vous savez. Mais je crois que les uns et les autres ne comprennent pas comment ça marche la politique. La politique, c'est un art. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Quand je l'ai dit une fois, il y a quelqu'un qui allait faire l'esprit dans les médias pour convoquer Alfred de Vigny, qui disait que faire la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible. Mais moi, j'ai ajouté, c'est un art de rendre possible ce qui est nécessaire. Donc, ce qui était nécessaire pour le peuple malien, pour le rendre possible, il fallait un art. Et c'est cet art qu'il fallait appliquer. C'est pour cela que j'ai accepté de signer ce décret. Parce que les opposants à la transition, les adversaires du Premier ministre, ils ont fait 3 ans pour mettre le Premier ministre et le président en conflit. Imaginez-vous ce jour-là si j'avais refusé de signer. Le conflit allait éclater tout de suite dans le bureau du président. Eh bien, nous avons, je vous en parlerai, ce qu'on appelle la patience stratégique. Mesdames et messieurs, alors que l'élection présidentielle pour mettre une fin officielle à la transition malienne qui avait été fixée librement par décret contresigné par le Premier ministre, vous savez bien, le 22 juin 2022,
librement un décret a été signé par le président et le Premier ministre pour fixer la fin de la transition au 24 mars 2024. Alors qu'une élection n'a pas eu lieu, le MPR a constaté que des conseillers, entre guillemets, ont induit certaines autorités de la transition en erreur, qui dès le 22 juillet 2023, sinon dès le 1er, ont commencé à agir comme si le président de la transition, issu pourtant d'un compromis politique historique consensuel au sein de l'ex-NSP, choix accepté et endossé par le M5RFP et le peuple malien dans sa grande majorité, ils font comme s'il est un président de la République constitutionnellement et démocratiquement élu. Et c'est là, en méconnaissance ou en ignorance totale de la jurisprudence de l'histoire politique récente du Mali pendant la transition de 1991. Je m'explique pour que vous compreniez très bien. Vous savez, les juristes vont débattre une constitution, dès qu'elle est promulguée, elle s'applique. Ce n'est pas notre compréhension. On peut se tromper. Dans la jurisprudence malienne, il y a 3 moments dans l'application d'une constitution. En 1991, on a voté la constitution le 12 janvier 1992. Le président l'a promulguée le 25 février 1992. Mais elle n'est rentrée en fonction qu'après l'élection du président de la République qui a été investi le 8 juin 1992. Au Mali, il n'y a pas de président de la République. Il y a un président de la transition choisi consensuellement. J'ai dit à certains ministres qu'aucun Malien n'a voté pour élire un président de la République. Au Burkina et au Niger, c'est les assises qui ont donné le titre de président de la République au président de la transition. Ce n'est pas le cas au Mali. Donc des conseillers qui traînent leur boss avec tous les régimes, qui sont dans les couloirs, qui croient qu'on est au 2e verre déjà, ne vont pas nous faire peur. J'ai tenu à le leur dire. Parce que nous ne trichons pas avec l'histoire et le Mali. Et la peur qu'on veut s'aimer chez les Maliens, nous ne l'avons pas au ventre. Parce que si vous avez peur vous avez la peur, vous ne pouvez rien faire de grave. Vous n'allez pas dire la vérité. En Bambara, on dit que si votre ami ne vous dit pas la vérité, il faut payer vos ennemis pour vous dire la vérité. Moi, je considère que je suis un ami du président. C'est pourquoi je dis cette vérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le lieu pour moi de rappeler quelque chose que j'ai déjà dit. C'est-à-dire la Constitution de la Troisième République, votée le 12 janvier 1992, promulguée le 25 février 1992, mais qu'elle n'a commencé à être appliquée et à produire ses effets qu'après l'élection du président de la République, investi le 8 juin 1992. Aujourd'hui, la nouvelle constitution de juillet 2023 ne peut ni politiquement ni juridiquement s'appliquer parallèlement et concomitamment avec un autre texte ou loi fondamentale de la République. Une constitution ne peut pas exister avec une autre loi. Si la constitution est appelée, donc il n'y a plus de sainteté, il n'y a plus comment on l'appelle? Il n'y a plus de charte. Il ne faut pas qu'on fasse la main. Nous sommes des ingénieurs. Une maison, vous construisez, si vous faites des faussetés dans les calculs, la maison tombe. Ceux qui sont en train de détruire les autorités en faute là, ils ont tort face à l'histoire. Le peuple malien a de la mémoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en agissant ainsi, l'achat de la transition, qui n'existe que par rapport à la constitution de la Troisième République et au coup d'État du 18 août, ne pourrait donc juridiquement s'appliquer et donc deviendrait caduque et inopérante, faisant disparaître toute base juridique aux institutions en cours. Vous savez, ceux qui ont infiltré la transition, qui vont chuchoter aux oreilles ce qui est bon à savoir, voilà là où ils nous ont amenés.
Si on suit leur logique, le CNT n'a plus de base légale. Donc c'est amené un conflit politique. Nous ne sommes pas d'accord et nous devons le dire. Si les Maliens n'acceptent pas, ben nous allons constater. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons le devoir de dire la vérité. Ce n'est pas le cas. La charte de la transition, elle emprunte des dispositions de la constitution de la commune de la Troisième République. Donc elle continue de s'appliquer mutatis mutandis. Je crois que je me suis fait bien comprendre. Faut-il rappeler avec détermination et résolution que le président de la transition est issu d'un consensus de l'ex-CNSP. C'est le CNSP qui a dit au comité stratégique du M5-RFP qu'il va désigner un d'entre eux pour être président de la transition. Qui vont désigner un d'entre eux pour être ministre de la Défense, un d'entre eux pour être ministre de la Sécurité. Nous avions dit qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est des domaines militaires que nous laissons aux militaires. Les autres postes, plus certains postes, vont être repartis entre le M5 et RFP. C'est ce qui a été convenu le 24 mai 2021. C'est important que je le rappelle ça. C'est pourquoi je dis que le président est issu d'un consensus entre le CNSP d'une part et du comité stratégique d'autre part. Pourquoi? Parce que c'était les deux forces qui ont opéré le changement. Les autres étaient par terre. L'histoire c'est comme ça. On n'a jamais vu des forces politiques qui ont échoué et qui viennent dicter à la nouvelle République, au nouvel État, comment il doit se conduire. Mais s'ils pouvaient faire quelque chose, le régime n'allait pas tomber. Donc, la constitution de juin 2022 ne constitue pas une base juridique pour les institutions actuelles. C'est après l'élection présidentielle qu'elle doit rentrer en vigueur. Laquelle élection, je vous l'ai dit, a été reportée sans débat au sein du gouvernement. On a vu juste un point de presse où un ministre est venu dire qu'il y a eu un léger report. Ce jour-là, j'ai demandé au ministre de la Refondation, est-ce que vous êtes au courant? Il me dit non. J'ai demandé à un autre ministre qui l'accompagne, il dit non. J'ai dit attendez, travaillons pour l'histoire, ne dites rien. Laissons les choses continuer. S'ils arrivent à s'en sortir, tant mieux pour notre pays. Mesdames et messieurs, il y a des choses que je dis et je répète dans l'entendement du M5-RFP. Je dis bien dans notre entendement, la constitution de la 4e République ne commencera à s'appliquer et à produire ses pleins effets qu'à l'issue de l'élection présidentielle qui clôt la transition en cours. D'ores et déjà, il est déplorable que plusieurs questions majeures de la gestion gouvernementale ont été traitées par surprise en mettant le Premier ministre devant les faits accomplis, sans aucun débat au sein du gouvernement, notamment la prorogation de la durée de la transition, la réorganisation territoriale, la gestion de la crise énergétique, la tentative infructueuse et malheureuse du 8 juin, où il fallait organiser le meeting qu'on appelle le meeting de la honte. Est-ce que vous savez que les préparatifs de ce meeting se tenaient à Koulouba? Il y a des gens qui participent à ces réunions, qui signent des papiers pour montrer que la primature était là. Personne ne les a mandatés. Et ils ne rendent compte à personne. Mais il fallait remplir des papiers pour que demain, on dise oui, oui, la primature était là. Mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. La politique, on l'a fait depuis 50 ans. Donc on ne peut pas venir nous mettre un sac sur la tête et nous faire disparaître comme ça, comme on fait avec certains maintenant. Il y a des gens qui s'étonnent qu'on met des gens dans des sacs qui disparaissent. Ce n'est pas sous la transition que ça a commencé, c'est en 1994. Mon adjoint en 1994, c'est à la sortie d'une mosquée qu'on est venu le prendre dans un sac. Il a disparu pendant des semaines.
Et quand on les libéré, on lui a dit de démissionner du MPR. Donc ces pratiques-là, qu'on ne vienne pas nous dire que ça a commencé sous la transition. Ça a commencé il y a longtemps. Mais c'est des pratiques qui ne sont pas normales. C'est contre ça que le M5 RFP s'était battu en 2020. Mesdames et messieurs, j'ai déjà expliqué que le report des élections n'a pas été discuté au gouvernement. Des négociations d'engagement financier et des conclusions de prêts avec plusieurs partenaires et développement et des bailleurs de fonds se font à l'insu du Premier ministre. La tenue et souvent même les conclusions des négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers à l'insu du Premier ministre. La gestion des engrais des cotonculteurs à l'insu du Premier ministre. La dissolution récurrente des conseils élus et leur remplacement par des organes transitoires à l'insu du Premier ministre. Il en est de même en ce qui concerne les différentes discussions concernant l'AES. J'ai précisé que l'idée d'une fédération est venue du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire, dans le bureau du Premier ministre du Mali, le 1er février 2023, quand il était ici en mission. Je lui ai dit, mon frère, nous ne sommes pas plus patriotes que ceux qui ont dirigé les pays aux indépendances. Il y avait la fédération Dahomey Haute-Volta Soudan Sénégal. Il faut qu'on s'interroge pourquoi cette fédération a éclaté et qu'on résout les problèmes, qu'on ne fasse pas une fédération, une annonce qui va échouer dans quelques années. Lorsque je suis allé au Burkina Faso, le 23 février 2023, la cassette existe, nous en avons parlé. Lorsque nous sommes allés en visite ensemble au Niger, l'armée malienne fièrement nous a prêté un avion de Fama. Je suis arrivé au Burkina, j'ai pris mon collègue, nous sommes arrivés ensemble au Niger, où nous avons été accueillis avec ferveur et reconnaissance. À trois, nous avons discuté de la formation possible d'une future fédération. Mais qu'est-ce que je constate après? Je vois la télé, parce que moi je regarde tous les soirs la télé du Burkina et du Niger. Je vois que les présidents reçoivent là-bas des ministres qui partent du Mali. Je ne suis pas au courant. Et ils vont parler de l'AES. Et le plus grave, lorsque les ministres ont décidé de faire plutôt une confédération qu'une fédération, c'est à quoi je suis d'accord. Je l'ai appris par une radio étrangère. Premier ministre de la République du Mali. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais je n'ai rien dit. Parce que il y a beaucoup d'informations. C'est pour cela que j'écoute les radios étrangères tous les matins. Je consacre au moins 2 heures de temps. Les nouvelles du Mali, les 75% des informations que j'ai, c'est à partir des radios et des réseaux sociaux. Ou ce que des conseillers de certains ministres disent, ou les partenaires au développement écrivent. Mesdames et messieurs, c'est une pratique de l'ancien régime. Que le peuple malien a pourtant dénoncé pendant la lutte du M5 RFP et qui jure avec les intérêts supérieurs des Maliens, se multiplient à travers des arrestations extrajudiciaires. Nous avons particulièrement déploré ce type d'actes dont les membres du comité stratégique du M5 RFP ont été victimes. Je voudrais ici saluer, féliciter pour leur courage le doyen Bouba Kramoko Traoré. Il a été arrêté à côté des bureaux du Premier ministre, renvoyé à la police, mis dans un violon comme un vendeur de drogue à 79 ans. Tout cela, c'était pour énerver le Premier ministre. Avant lui, des débats politiques sont normaux. Des camarades ont quitté le M5 RFP. Ils ont créé leur mouvement qu'ils appellent leur M5 RFP. Bon, je n'en dis pas les qualificatifs, vous savez ce que j'ai dit il y a longtemps.
Et il y a quelqu'un au M5, ils font des disputes entre eux, ce qui est normal en politique. Et brusquement, on prend Abdelkader Maïga, on le met en prison. Qu'il aurait manqué du respect ou atteint la dignité d'un autre responsable de l'autre tendance. Mais en fait, c'est parce qu'Abdelkader avait la réputation d'être proche du Premier ministre. Mais ce que j'ai dit à beaucoup de monde, moi j'ai une façon de travailler qui n'est pas comme les autres. Hein. Les gens du MPR le savent. Les 95% des hommes et des femmes qui sont avec moi aujourd'hui, y compris beaucoup d'entre vous, n'ont rien à voir avec le MPR. C'est dans la lutte qu'on s'est connus. Boubacar Karamoko, Traoré et Kader Maïga étaient dans EMK. Au début du M5 RFP, il ne se passait pas une réunion, on ne croisait pas le faire avec moi. Mais un jour, je l'ai déjà dit, nous sommes allés rencontrer l'ancien président. Et ce jour, j'ai rendu compte avec la verve nécessaire, la conviction requise, j'ai rendu compte des exigences du M5 RFP. Et j'ai donné les réponses attendues par le M5 RFP. Quand on est sorti, voici le Bouba Traoré qui m'invectivait toujours, qui me prend par la mimi d'Ogo, Bikonin Sonier. Et quand je suis devenu Premier ministre, je l'ai immédiatement pris dans mon cabinet. J'ai dit, doyen, ton rôle c'est de coudre le tissu M5. Ceux qui sont fâchés, là, qui critiquent le Premier ministre, qui tapent sur lui, va les voir. Je suis prêt à aller chez chacun d'entre eux discuter. Il en était très heureux. La suite, ça ne s'est pas tenu parce qu'on s'est mis à vilipender le Premier ministre dans les médias en disant qu'il a usurpé son poste. Alors que son poste est issu d'un débat d'une élection qui a duré 3 heures de temps. Sur 6 candidats, il a été retenu. Mais certains disent non, c'est un usurpateur. On ne le reconnaît pas. Kader, c'était la même chose. Au début, il disait, parce que j'avais un rôle qui n'était pas le leur. Mon rôle, c'était de maintenir la cohésion du M5RFP. Parce que chaque tendance qui quitte, ça nous affaiblissait. Et eux, ils étaient remontés contre certaines intrigues. Donc Kader était tout le temps fâché. Ils ont commencé même à me soupçonner d'être un complice des religieux. Un jour, je l'ai appelé chez moi. J'ai dit, Dogo, comme on dit en Soraï Kaino, tu sais, nous sommes à un point où si cette lutte échoue, le peuple malien ne va pas nous pardonner. Et moi, j'ai une responsabilité particulière de maintenir la cohésion. J'ai dit les religieux là, j'ai celle de Dieu dans lequel certains sont. Mais allons-y d'abord ensemble. Taisons nos contradictions. La contradiction principale, c'est de faire tomber le régime. Les autres viendront. On va atteindre un point de non-retour, je lui ai dit. Le point de non-retour. Je lui ai dit, quand on va atteindre ce point-là, le religieux qui va quitter le M5, qui partira seul, personne ne va le suivre. Amakea, c'est ce jour-là qu'il m'a dit, grand frère, je t'accorde le bénéfice du doute. On va voir. Et c'est un homme qui est direct. Il ne cache pas ses sentiments. Il n'a pas froid aux yeux. Non, on dit non, tout ce qu'il dit, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Quand il a fait son interview, je l'ai appelé. Nous avons discuté, on a échangé, chacun a donné son avis là-dessus. Mais de là, aller l'arrêter, parce que dans un débat politique, il a eu des altercations avec un homme politique, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, j'ai compris que ça a été fait, déstabiliser le Premier ministre. Donc, je voudrais lui rendre un hommage. Mais tous les jeunes qui sont dans les vidéos qui ont été enlevés dans la circulation, Amara Silla, d'autres, si j'en oublie, vous m'excusez, parce qu'il y en a qu'on a amené, on leur a dit de dire que tout ce qu'on leur reproche, de dire que ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, le Premier ministre là, on ne le voit même pas.
On les a, oui, c'est Amara Bachili, je me suis du terme. Il y a pas de Maliens. Il y a d'autres, si j'en oublie, que vous m'excusez. Il y en a qui ont fait la prison, personne leur a dit juste, dites que ce qu'on vous reproche là, ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, non, le Premier ministre ne nous l'a pas dit. Ils ont fait la prison pour hier. Il y a des gens qui m'ont insulté, m'ont traité, je vais le dire, de pédophile. Lorsque mes conseillers sont allés se plaindre, on leur a dit, attendez, ce monsieur-là, il est protégé. Il est intouchable aujourd'hui. Allez-y dire au Premier ministre s'il veut, il n'a qu'à se plaindre lui-même. Or, moi, j'ai dit à tout le monde que jamais, sauf si je change d'avis après, je crois que je ne changerai jamais d'avis. Un homme politique, un journaliste, je ne les amènerai jamais devant une juridiction. Si c'est un homme politique, je vais le combattre avec mes idées. Si c'est un journaliste, l'État montrera qui a raison ou qui a tort. Donc, sachant ça, on dit aux gens, allez-y dire au Premier ministre de se plaindre lui-même. Mais les gens disent, le Premier ministre a déjà dit qu'il ne se plaint pas. Bon, ils sont venus me voir, j'ai dit, vous savez, notez pour l'histoire. La jeunesse du M5 RFP, du MPR, a fait une délégation pour aller porter plainte contre celui qui a insulté, parce que traiter quelqu'un de pédophile chez nous, c'est quand même une injure. Brûler son livre en présence d'autres hommes politiques. Lorsque la jeunesse du MPR a été portée plainte, on leur a dit, bon écoutez, le monsieur, il n'a pas insulté votre président, il a insulté le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui peut se plaindre. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit, mais c'est très bien fait pour vous. Pourquoi vous êtes allés? Ils ont dit non, qu'ils savaient que s'ils me disaient, j'allais leur dire de ne pas aller. J'ai dit, notez pour l'histoire tout ce qui vous a été dit et le nom de celui qui vous l'a dit. Parce que tous ceux qui se mettent au service de l'injustice dans notre pays, l'histoire l'a démontré, et ils vont le payer tôt ou tard. Je sais que tout pouvoir politique, quand il s'installe, il a besoin de la justice, il a besoin des forces armées de sécurité. Mais il y a des pays où j'ai vu le Premier ministre. J'ai vu des militaires dans son gouvernement, je lui ai demandé, on raconte beaucoup de choses. Il m'a dit, vous savez, lorsqu'un président civil a voulu utiliser les forces armées de sécurité pour mater les citoyens, c'est ce militaire qui lui a dit, épuisez vos débats politiques, n'utilisez pas l'armée. À cause de cela, on l'a expulsé du pays, on l'a envoyé très loin. Aujourd'hui, il est ministre. Un autre, on a voulu utiliser la gendarmerie pour manipuler l'opinion et mater, faire des morts. Le directeur général de la gendarmerie a dit, attention, faites votre débat, ne mêlez pas les forces de sécurité là-dedans. On l'a expulsé, on l'a envoyé dans un autre pays comme ambassadeur. Il est ministre aujourd'hui. Ceux qui ont fait, qui ont maté, qui ont tué les gens, celui qui les a poussés à le faire à fuir, et ils sont là-bas. Donc c'est pour ça que je dis, tout homme politique, tout citoyen qui de sa position pour faire plaisir à des individus, brûle, viole les droits constitutionnels de l'autre citoyen, il est appelé à répondre un jour ou l'autre. Faites attention. Faites attention. Votre sort ne dépend que de Dieu. Personne ne peut devenir autre chose que Dieu a voulu. Personne n'avait prévu il y a 3 ou 4 ans que le président actuel allait être président, que moi j'allais être Premier ministre. Il faut penser à cela. C'est pour cela que je dis, vous savez, quand j'ai vu que l'injustice commençait et ses dérives commençaient à prendre pied de jour en jour, j'ai dit souvent au ministre, il peut témoigner, il m'écoute.
Je l'ai dit, mesdames et messieurs, dans un pays, il y a Dieu, il y a les peuples et il y a les lois. Quand on n'est pas d'accord, les lois, on les change. On ne fait pas l'arbitraire. Ce n'est pas parce qu'on est dans des postes de responsabilité qu'on fait ce qu'on veut. Je l'ai dit plusieurs fois quand j'ai vu qu'il y a des ministres qui avaient commencé à faire du n'importe quoi. Parce que je vais vous dire, il y a certains qui ont dit que le Premier ministre là n'est rien. Et ça a été rapporté. Je les ai appelés, j'ai dit, il ne faut pas le dire. Parce que quand on est à un certain niveau de responsabilité, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites est su par le peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, je me lance même un avertissement, un conseil de jeunes frères, de petits frères, d'amis, de retenir qu'il y a l'agenda des hommes et il y a l'agenda de Dieu. C'est l'agenda de Dieu qui va s'imposer. Ce n'est pas celui des hommes. Que tout le monde entende, ce n'est contre personne. C'est pour tout le monde. Et je dis au MC, ne cherchez jamais à humilier un citoyen. Ne mentez jamais. Respectez toujours le premier responsable. Vous pouvez le critiquer suivant la loi sans vous faire des injures. Ça, c'est ma position. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons particulièrement déploré des types d'actes dont ont été victimes les membres du comité stratégique et ceux que je viens de citer. Il faut aussi souligner, pour le déplorer, le dénoncer, le condamner, le retour progressif de l'infiltration rampante de ceux qui avaient déclaré observer une position, disent-ils, neutre, ou de ceux qui avaient combattu ouvertement l'avènement du renouveau et s'adonnent à un sabotage et à une déstructuration depuis l'intérieur du processus de la refondation, dans le but de mettre en cause l'esprit, la vision, les acquis du changement. Certains ne se cachent même plus ouvertement et ils sont soutenus ouvertement par des responsables de la transition que nous connaissons, que vous connaissez. Il y a des gens qui sortent, qui traitent les Premier ministre de tous les noms d'Israël. Déjà, on a des vidéos qui, dans d'autres vidéos, insultaient la transition, disaient qu'elle devait tomber en 2021, en 2022, mais qui aujourd'hui sortent pour dire le contraire. Ils insultent. Il y en a même un qui a dit qu'il a donné des instructions pour qu'on installe des comités de son organisation sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur. Ces vidéos existent. Parce que tout ce que je dis là, c'est documenté. Hein. Moi, je ne veux pas faire la diffamation. Seulement, je mets les gens en garde et les conseils s'ils veulent. Mesdames et messieurs, plusieurs actes et comportements qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette transition, pourtant dédiés au changement, se découvrent et se manifestent de jour en jour. Et le M5 RFP n'y a jamais souscrit, ni dans vision, ni dans sa vision, ni dans son approche. Mesdames et messieurs, sur un tout autre plan, le dialogue intermalien est pertinent et louable. Au départ, c'est ce que nous avions imaginé. En ce qu'elle doit servir à élaborer une alternative à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en matière de paix, de réconciliation, même si certaines de ces recommandations phares ont donné l'impression, et aujourd'hui j'en suis convaincu parce que j'ai eu accès à certains documents, de me remettre en cause ou carrément de délégitimer les assises nationales de la refondation. Les tenants du régime défunt, après avoir combattu avec acharnement la tenue des assises, sont aujourd'hui, certains, c'est pas tout le monde, certains, sont recyclés et reviennent avec force par la fenêtre
pour mieux s'aborder la suite du processus. Dans ses précédents communiqués, le M5 a attiré l'attention des Maliens sur ces différentes préoccupations et inquiétudes. Le Premier ministre et président du comité stratégique, quant à lui, a régulièrement informé de ces graves situations les responsables du M5 RFP et ses proches collaborateurs. Il a cependant recommandé aux uns et aux autres de faire preuve de patience stratégique pour ne pas perturber la marche historique de la transition et surtout pour ne pas perturber les FAMA qui sont en train d'engranger des succès indéniables sur le terrain des combats. Au nom de cette cause, il faut patienter et ne jamais perdre l'espoir qu'il arrive un jour un débat avec les militaires, comme en 24 mai 2021, pour redonner l'espoir d'un ressaisissement pour que nous puissions, ensemble avec tous les Maliens, sauver notre pays. C'était ça ma recommandation régulièrement au M5 RFP. Maintenant, mesdames et messieurs, la nécessité de clarifier tout cela. Parce qu'on parlait dans les réseaux, on communiquait. Moi, j'avais énormément de pression, des incompréhensions, des gens, des politiques, de la société, des amis, des parents. Donc, mesdames et messieurs, après plusieurs péripéties, j'enchaîne des manœuvres de croc en jambe contre le Premier ministre, chef du gouvernement et de son mouvement. Et face à la demande infructueuse pendant plus de 2 ans d'échanger avec les partenaires du CNSP sur l'avenir de la transition. Je précise, pendant 2 ans, j'ai demandé un débat, des échanges, pour qu'on puisse dire aux Maliens qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir, pour qu'on puisse redonner espoir, parce que c'est un peuple vide d'espoir. Si nous avons fixé la date de la transition, si ça arrive à terme, on ne peut pas tenir. Il y a des raisons objectives dont moi je connais certaines. Mais réunissons-nous, mettons ces arguments, expliquons au peuple malien. L'expérience a montré que le peuple malien, lorsqu'il comprend ce que ses dirigeants font, il est prêt à accepter tous les sacrifices. Donc après avoir échoué dans ces tentatives pendant 2 ans avec les partenaires et face à l'impasse et le désarroi des Maliens qui avaient l'impression d'une absence de vision des autorités, de manque de lisibilité et de perspective, le Premier ministre s'est enfin résolu à tenir un meeting le 16 novembre 2024 pour d'une part commémorer l'an 1 de la libération historique de Kidal et d'autre part donner son avis sur la nécessité d'une clarification et d'une réorientation stratégique de la transition afin de remobiliser les Maliens et de donner espoir à notre peuple. Ce meeting avait pour but d'une part de magnifier le rôle des femmes dans la réussite de la transition, dans leur mission régalienne de rétablissement de l'autorité de l'État, avec notamment la récupération de Kidal, et d'autre part, sensibiliser les partenaires stratégiques au sein de la transition. Pour corriger les erreurs de parcours et empêcher le retour de l'ordre ancien et des pratiques d'antan, et proposer au M5 RFP au peuple des pistes de solutions afin de combler l'espoir des Maliens et des Africains. Parce que n'oublions pas, tous les Africains nous regardent. Vous savez, j'ai reçu une fois des étrangers dans mon bureau, une forte délégation. Quand ils sont sortis, il y a un qui est revenu. Il me dit qu'il est d'origine africaine. Mais dans leur pays, au plus haut sommet, ils discutent. Que certains disent, mais est-ce que les Maliens pourront tenir? D'autres ont dit, non, vous savez, les Africains, tout ce qu'ils commencent, ils ne terminent jamais. Ils vont se bagarrer bientôt. D'autres ont dit, il faut que les Maliens tiennent. Et lui fait partie de ceux qui disent, si le Mali tient pendant 5 ans, ils vont changer l'ordre des choses dans le monde. Mais ils étaient partagés.
Il m'a dit à cause de Dieu, je vous en prie, je suis un descendant des lutteurs pour l'indépendance qui a été assassiné dans mon pays. Je suis son petit-fils. J'ai quitté le pays. Je suis citoyen d'un autre pays. Je suis très haut placé aujourd'hui. Je vous en prie à cause de Dieu. Faites tout pour ne pas échouer. Parce que si vous échouez, partout où nous sommes des peaux noires, partout, toute l'Afrique va baisser la tête. Je lui ai donné la garantie ce jour-là. Je lui ai dit, mon frère, vous pouvez être tranquille. Vous êtes en train de défoncer une porte déjà ouverte. Rien ne viendra de nous. Et la transition va marcher. Et je suis convaincu même aujourd'hui, la transition malienne ne sera jamais. Et je demande à tout le monde que personne d'entre vous, ni d'ailleurs, ne se hasarde à aller contre les demandes du peuple. Ça ne marchera pas. La transition malienne est bénie de Dieu. Et j'avais dit à tous les dirigeants qui s'acharnaient contre nous pendant les années de Braise 2021-2020 de nous laisser tranquilles. Ceux qui ne nous laisseront pas tranquilles, Dieu va s'en occuper. En ce moment, il n'y avait pas le Burkina, il n'y avait pas le Niger, mais aujourd'hui on est plus fort. Ceux qui ne nous laisseront pas en paix, Dieu s'occupera d'eux. Et vous voyez déjà certains ont tellement de problèmes, je crois, qu'ils ont même créé des comités de refondation chez eux aussi. Bon, je dis tant mieux pourvu que ça réussisse. Mesdames et messieurs, à la surprise générale, après ce meeting, une orchestration stipendiée fut servie aux Maliens par des associations politiques et des partis nouvellement créés en méconnaissance des recommandations des ANR. Je crois qu'il y a eu des tentatives de renier la création des partis politiques. Moi, j'ai la liste des partis. Vous savez que je ne dis rien par hasard. J'ai la liste de tous les partis, les jours de leur création et les récits. Donc, personne ne vient dire que ce n'est pas vrai. C'est depuis longtemps que ce jeu se fait. Alors qu'aux assises nationales, vous étiez là-bas, on a dit d'arrêter de créer des nouveaux partis. Dans un pays à côté récemment, ils ont même interdit tous les partis. Ils disent de créer des nouveaux. Nous, on n'est pas allé à cette... Mais chaque pays a ses réalités. Nous, on a décidé de ne plus en créer. Les assises ont même demandé de ramener à 3 ou 4 ou 2. Mais on a continué à en créer. Et j'ai la liste de tous ceux qui ont été créés. J'ai demandé publiquement en conseil de cabinet qu'on me donne la liste des partis qui sont créés. On dit non, vraiment, on ne se rappelle pas, on va chercher. Mais moi, j'avais déjà la liste dans mon bureau. Parce que nous sommes parlé de la dernière vidéo. Si on était facile à manipuler comme ça, le M5 n'allait pas survivre. Et donc, mesdames et messieurs, ces mouvements qui se sont créés en méconnaissance des recommandations des assises, avec comme sponsor des militaires. Pourtant, certains font partie prenante du partenariat stratégique entre les M5 et les RP. Les dites organisations politiques, dont beaucoup sont animés par de vrais ennemis de la transition, par des agents doubles que nous connaissons, qui travaillaient contre le M5 et RFP, jusqu'à la chute. Même aujourd'hui, si vous vérifiez dans les archives de la sécurité d'État, vous allez les trouver. Ils travaillent contre le M5 et RFP. C'est eux qui sont devenus maintenant des conseillers. Ah, Choguel Mega, c'est le premier ennemi de la transition. On leur donne de l'argent, ils parlent. C'est ce que j'appelle les agents doubles. On a constaté qu'à Bamako, dans les régions, ont été mis en branle toutes ces organisations pour demander la démission du Premier ministre. Cela fut mené tambour battant sur fond d'instrumentalisation et de dévoiement de l'organe d'information institutionnelle de l'État, l'ORTM, réquisitionné les 18 et 19 novembre pour la funeste cause, alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, chef de l'administration, était encore en poste dans l'exercice de ses fonctions. Vous vous rappelez que c'est le 20 septembre
qu'il a été mis fin à ses fonctions. Des contre-vérités, des menaces, des injures, des invectives furent proférées à tout rompre par d'anciens terroristes et rebelles repentis qui avaient martyrisé et violé en 2022-2012 les populations du Nord, des repris de justice, des opportunistes de toute la cabine, des ignorants de tous ordres, ne sachant même pas les raisons de leur rassemblement, des enfants extraits au forceps des établissements scolaires, des parents biologiques, des membres des familles de certains responsables en fonction au sein des institutions de la République. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Mais vous l'avez tous vu. Je ne fais que rappeler ce que vous connaissez tous. Mesdames et messieurs, ce rebut ménage fut suivi du limogeage du Premier ministre le 20 novembre 2024 et la nomination immédiate le 21 novembre d'un nouveau Premier ministre militaire de son État, anciennement ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui forme illico presto, sans attendre, un gouvernement de 22 novembre, sonnant ainsi définitivement le glas du pacte d'honneur du 24 mai 2021 entre les M5-RFP et l'ex-CNSP. La rupture officielle du M5-RFP et les membres de l'ex-CNSP est ainsi consommée. Vous avez tous assisté à ce spectacle qui n'honore pas, de mon point de vue, le Mali. Pour l'intérêt supérieur de la nation, le M5 aurait souhaité que cette séparation se fasse sans tentative d'humiliation, dans le respect et la reconnaissance des énormes services rendus à la patrie, afin de préserver l'image que le Mali projette sur l'Afrique et dans le reste du monde. Mais auparavant, des longs mois durant, de façon insidieuse, certaines forces politiques font véhiculer l'idée selon laquelle, je cite, le président de la transition doit limoger sans ménagement le Premier ministre, qui ne sert plus à rien d'ailleurs. Certains disaient même qu'il est atteint de sérénité. D'ailleurs, sa tête ne fonctionne pas depuis qu'il a quitté l'hôpital. Tout cela a été dit pendant des mois, ici au Mali. Les tenants de cette thèse, dont personne parmi eux n'a assisté à la rencontre de compromis historique du 24 mai 2021 entre le CNSP et la délégation du M5-RFP, qui n'ont ni manifesté avec le peuple malien de juin à août 2020, faisant semblant d'oublier que le premier, c'était le choix du comité stratégique, avait proposé à l'ex-CNSP que le comité stratégique avait proposé à l'ex-CNSP pour entérinement. Ils font aussi semblant d'ignorer que le président de la transition est un choix issu d'un consensus entre les représentants des femmes. En effet, je l'ai déjà dit, je précise là-dessus, le président de la transition n'est ni le président de la... En effet, ni le président de la transition, ni le Premier ministre n'ont été élus par personne, mais ils sont des institutions issues d'un soulèvement populaire et de la lutte héroïque du M5-RFP que le peuple malien a mené. Et cette lutte a été parachevée par les femmes le 18 août, lui donnant du coup la légitimité historique. Tous les nouveaux organes de la transition sont issus de ce consensus entre le M5-RFP et l'ex-NFP pour pouvoir prendre en charge les différentes revendications du peuple malien insurgé. C'est à travers ce prisme que de 2021 à 2024, le Premier ministre et le comité stratégique du M5-RFP ont lieu à apprécier chaque événement politique national et international. L'essentiel restant la préservation des grands équilibres et l'atteinte des revendications qui étaient à la base de la lutte originelle du M5-RFP et du soulèvement populaire enclenché en 2020. Cette lecture irréfutable et hautement patriotique, faite de compromis politiques, historiques et dynamiques, est à la base
de ce que j'ai appelé tantôt la patience stratégique. Je l'ai expliqué, j'ai prié, j'ai commandé même auprès de certains membres du comité stratégique. Ils ont refusé, ils ont créé une scission parce que des militaires les entreprenaient, même des courriers confidentiels envoyés au Premier ministre sont donnés aux dissidents pour organiser l'insoumission. Est-ce que vous pouvez imaginer ça dans un gouvernement? Mesdames et messieurs, faut-il rappeler que dès le départ, dès juin 2021, d'éminentes personnalités membres du gouvernement de transition se sont opposées à la tenue des assises en organisant un atelier uniquement entre certains partis de la majorité du gouvernement déchu pour produire prétendument au nom des Maliens un document qui rejette toute idée de création d'un organe indépendant de la gestion des élections, a fortiori la tenue des ANR. Toutes choses qui étaient pourtant des revendications majeures du peuple insurgé. C'est bien que je vous explique. Dans le gouvernement, il y a des ministres qui se sont opposés dès juin 2021 à la tenue des assises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni 35 partis de l'ancienne majorité. La réunion est présidée par un ancien militant des partis tombés. Le rapporteur, c'est un de leurs militants d'un ancien parti tombé. Le porte-parole, c'est un militant d'un ancien parti tombé. Et c'est ce document que ce ministre a présenté pour dire que le peuple ne veut pas des assises. Mais ma position a été très claire. Et je dois saluer le président de la transition, parce qu'à cette étape, nous avons parlé de la même voix. Le président a tranché. Le président dit qu'on va tenir les assises. C'est comme ça que les assises nationales se sont tenues. Cette lutte a échoué, mesdames et messieurs, dans toute tentative de déstabilisation du Premier ministre. Parce que depuis 2 ans, on dit que le Premier ministre n'a qu'à partir. Dans mes meetings, vous m'entendez souvent dire que le Premier ministre ne l'a pas ramassé dans les caniveaux. Ça, c'est lorsque on a été entreprendre quelqu'un qui dit « Ah, mais le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. » Il dit « Mais toi, tu viens d'où ?» Et venu en 2020. Et le boss, ça pourquoi? Parce qu'on est allé lui chercher ça à l'ordre. Je leur ai dit qu'on n'a pas ramassé le Premier dans les caniveaux. Je crois que ceux à qui c'était adressé là ont compris de quoi il s'agit. Donc, ayant échoué dans cette déstabilisation et en intelligence avec certaines forces politiques que nous connaissons, des clans se sont créés au sein du gouvernement avec le même objectif: affaiblir systématiquement le Premier ministre. Ici, tout y est passé, y compris l'impensable. Des nominations sans consultation avec le Premier ministre, de certains responsables de services relevant pourtant de sa tutelle. Pourtant, le Premier ministre, c'est le chef de l'administration, c'est le chef du gouvernement. On nomme à la tête des services qui relèvent de lui des gens sans même l'informer. C'est inimaginable. On élabore des budgets, on les présente au CNT sans échange préalable avec le Premier ministre. Vous savez, une fois, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Quand les membres du CNT ont regardé le budget, il y a un député expérimenté, un membre du CNT, il dit « Mais on a prévu les élections en 2024, mais je ne vois pas une ligne qui parle des élections. Est-ce que vous pensez que si j'avais vu ce budget, il allait partir comme ça? » Ça, c'est des questions détournées en politique. Et la réponse qu'on lui donne, ah non, on verra dans les chartes communes. Les chartes communes, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Mais les élections étaient prévues, il y a un décret. On fait un budget, on ne le prévoit même pas. C'est parce que ça a été fait sans le Premier ministre. Je ne l'ai pas vu. Sinon, j'allais dire que c'est inacceptable en politique, ça. Ça a été fait. La décision de procéder à un léger report sans débat au sein du gouvernement
Du léger report, on est à combien? Du 25 septembre 2023. Aujourd'hui, on est à combien? Est-ce qu'on n'est pas à 16 mois ou bien 17 mois? Bon, si ça c'est léger report, c'est aux Maliens d'apprécier. Des discussions engagées par certains ministres avec des bailleurs de fonds à l'insu du Premier ministre. La conclusion d'engagements financiers, des prêts à moyen long terme par certains ministres sans consulter le Premier ministre. Le Mali se trouve ainsi engagé par des ministres à l'insu du gouvernement, par des personnes non investies d'une quelconque légitimité historique et politique. Mais il y a eu les mouvements insurrectionnels qui a été dirigé par des Maliens, qui ont eu la confiance des Maliens, qui sont à côté du président de la transition. On ne peut pas les endetter du Mali à leur insu. Ils apprennent dans les médias que le Mali a pris tel prêt, le Mali a eu tel problème. Mais c'est inacceptable dans un état sérieux. Ça veut dire que la personne n'a rien compris. Et ceux qui font ça n'ont aucune légitimité historique ni politique pour le faire. La négociation et la fixation des prix de renouvellement des licences d'exploitation des sociétés de télécommunications à l'insu du Premier ministre, qui apprend certains détails par les réseaux. Vous savez, c'est dans les réseaux que j'ai vu une lettre où on dit à une société le montant qu'il doit payer. Mais ce jour-là, j'ai dit au ministre, mais on est sur quelle planète? On a dans un gouvernement, on a la chance d'avoir un Premier ministre qui est du domaine, qui a participé aux négociations pour l'octroi de la première licence. On négocie, on octroie, on fixe les montants. C'est dans les réseaux sociaux qu'il voit une lettre qui est envoyée à la société pour dire de payer tel montant. Mais ça, c'est inacceptable. L'usurpation et la préemption de certaines missions et prérogatives du Premier ministre par des ministres commis à la tâche à son insu. La dissolution, le remplacement de certains organes élus et remplacés par des autorités intérimaires sans requérir l'avis du Premier ministre. La dissolution de certaines structures et l'arrestation de certains responsables et leaders politiques et leaders d'opinion à l'insu du Premier ministre qui est obligé de s'informer à partir des médias nationaux et étrangers. L'arrestation et l'incarcération des collaborateurs du Premier ministre à son insu, à côté de ses bureaux. Des attitudes de déviance envers du Premier ministre, même devant des partenaires étrangers à l'extérieur et au cours de certaines missions devant certaines... Vous savez, j'ai été à une mission à l'extérieur. Pendant qu'on était à la tribune, les ministres parlaient. Il y a un ministre malien, il avait son téléphone, il écoutait, il tapotait. Nous, on est au prison, on le regarde. Parce que pour lui, il n'a aucune considération pour le Premier ministre. Alors que lui, il a tout fait contre l'arrivée du M5, l'arrivée de ce pouvoir. Je sais comment il est venu dans le gouvernement. Mais à l'extérieur, c'est des étrangers qui me disent, mais votre gouvernement là, comment il fonctionne? Le ministre ne suit même pas. On a 3 premiers ministres au président qui sont en train de parler au Niger, et lui, il est en train de tapoter sur son téléphone. Il ne suit même pas. Ou bien des étrangers viennent, je reçois des étrangers à la primature. Pendant que je suis en train de parler avec les étrangers, lui, il est en train de jouer sur son téléphone. Vous n'avez jamais vu ça? En conseil de cabinet, pendant qu'on travaille, lui, il joue sur son téléphone. Mais ça, on ne peut pas. Ça, c'est des choses inimaginables. Si quelqu'un m'avait dit ça avant, je n'allais pas croire, mais je les ai vus plusieurs fois. Mesdames et messieurs, des actes de mépris de certains premiers ministres qui ne se privent pas de dénigrer le Premier ministre devant certains de leurs collaborateurs en affirmant, je cite, le Premier ministre n'a aucun pouvoir sur eux ou qui ne représente rien. Et en ce moment, les vidéomans stipendiés reprennent. Le Premier ministre n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire. C'est parce qu'on lui a dit. C'est parce que ça a été dit. Lorsque j'ai appris ça, vous savez, moi je suis très passé. J'ai appelé le ministre en question. Je lui ai dit, tu sais, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand vous parlez comme ça devant vos collaborateurs, ça sort. Il faut arrêter. Ce que vous pensez du Premier ministre, il faut le garder pour vous. Vous dites ça entre vous, les gens du clan. Mais il ne faut pas dire ça devant vos collaborateurs. Parce que les ministères, là, il y a des cadres qui sont avec nous, il y en a qui ne sont pas avec nous.
Et puis il y en a, ils sont très contents quand on dénigre le Premier ministre, c'est eux qui comportent ça dehors. Je l'ai appelé, je lui ai dit, parce que moi je ne cache rien. Je lui ai dit seulement que tout homme peut faire des erreurs, il faut arrêter ça. Des détournements des résultats par certaines missions du Premier ministre, certaines missions de l'étranger, je viens. Les conclusions sont là. Au lieu de les exploiter, les conclusions sont détournées et mises à la fin d'individus personnels pour des raisons inavouables. Le dévoiement de la nouvelle constitution et de l'aide contraire à l'esprit et à la lettre des revendications du peuple 2020. Je vous ai déjà parlé de la constitution. Concernant l'aide, on en parlera. Ça fait partie des 50 là qu'on a gardé. Si on vous dit comment l'aide a été formée, il y a beaucoup qui vont avoir des cheveux blancs ici. Et des meilleurs, nous pourrions continuer cette litanie de violations. Monsieur le Premier tenait régulièrement informé le comité stratégique. Et j'ai dit souvent aux uns et aux autres, constamment, que sans le travail et le sacrifice des femmes, le Mali était en voie de disparition en tant qu'État, en tant que nation. J'ai toujours insisté sur la nécessité de mettre le focus et surtout ne se préoccuper en priorité que du recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. De fermer les yeux sur tous les autres jeux de pouvoir. J'ai régulièrement dit à mes collaborateurs, j'ai régulièrement dit aux responsables du M5, en 2020, nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Fermons les yeux parce qu'un pouvoir politique, pour le disloquer, il n'y a pas 10 000 mesures. On crée la zizanie au sommet, on le coupe de la base. Donc des gens se sont donnés à cœur joie pour faire les deux en même temps. Me couper de la base en organisant des dissensions au sein du M5. En disant à la presse qu'il y a 10 M5, je ne sais même pas combien. Et en même temps créer des conflits avec le président de la transition. Je l'ai refusé. J'ai tout accepté. Je ne sais pas si vous m'entendez dire souvent que sur 10 couleuvres, moi j'en avais 9. Vous avez dû entendre ça dans mes discours. Ça, c'était une manière d'aviser les uns les autres. On est ensemble, les gens se lèvent, pendant que moi je dis à mes partenaires stratégiques, retrouvons-nous pour savoir ce qu'on fait. Je vous jure que si on s'était entendu sur quelqu'un qu'on va présenter comme président des candidats aux élections, c'est moi-même qui allais faire l'ingénierie politique. Quelle que soit la personne. Et j'allais convaincre les responsables du M5. Mais pendant que cela n'a pas été fait, il y a des gens du M5 stipendiés qui font des conférences, qui choisissent un candidat. J'ai dit, ah bon, depuis quand? Vous comprenez souvent dire qu'un Malibo, où il y a des caïmans, on ne traverse pas avec le courage d'autrui. Ça, c'est les Bambara qui disent. Le président de la République, c'est le candidat, c'est la personne qui se présente. Ce n'est pas un individu, parce que c'est tellement difficile. Les gens ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Le président de la République n'a pas de vie s'il travaille sérieusement. Il y en a qui blanchissent. Donc, tu ne peux pas te promener comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le marigot, tu viens dire, ah, c'est lui bon candidat. S'il y a les caïmans sauf là, c'est toi qui vas venir. Donc, je dis souvent, toujours pour mettre en avant le recouvrement de l'intégrité du pays. Faire entendre le Mali au niveau international. J'ai toujours dit aux uns aux autres, toutes ces violations que vous voyez là, un jour le premier ne sera pas là, ça va passer. Mais on aura un pays, il y aura des nouveaux dirigeants qui vont faire autre chose. Mais si on se met à se bagarrer dès maintenant, tout va s'effondrer. Et nous avons une mission historique. Nous n'avons pas le droit de le faire. Acceptons la douleur. Tout ce qui fait bien à quelqu'un, ça te fait mal au début. Même un enfant. Toutes les femmes rêvent d'avoir un enfant.
La plus grande douleur pour une femme, c'est son premier accouchement. Un enfant, quand on le circoncis, ça lui fait mal. Quand on l'amène à l'école la première fois, il pleure. Quand vous êtes malade, on veut vous opérer, vous pleurez. Tout ce qui doit réussir dans l'avenir fait mal au début. C'est cette approche philosophique que je sors souvent aux gens pour leur dire, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui les adulte. Je vais accepter. Quand on aura un pays, les Maliens choisiront les dirigeants qu'ils veulent. Moi, j'avais souhaité qu'on s'entende pour le faire et le proposer aux Maliens. Les militaires n'ont pas voulu. Ils ont peut-être un autre agenda. Mais l'agenda des hommes est différent de l'agenda des dieux. Je suis convaincu de ça. Si les calculs, les féticheurs, les marabouts, les flélicarabes, les mamakani, si ça devait sauver quelqu'un, l'ancien régime n'allait pas tomber. Donc moi, je ne suis pas dans ça. Mesdames et messieurs, j'arrive à la phase terminale. Les conclusions et perspectives. La refondation est un processus dont un des éléments les plus déterminants est la vision comprise et acceptée par les citoyens, désormais conscients des enjeux et des défis contemporains, des diagnostics et des solutions à mettre en œuvre, mais également de la place et du rôle de chacun dans les changements opérés, de la place du Mali en Afrique et dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, il y a 10 ans, un peu plus, en 2012, notre armée, notre administration quittait des pans entiers du territoire national. Les structures de services sociaux de base se vidaient de leur personnel. Nos populations du Nord quittaient leur territoire. Le désespoir se répandait dans les cœurs des Maliens. Mais aujourd'hui, nos femmes sont équipées et mises à niveau. Elles ont restitué aux Maliens honneur, dignité, confiance et respectabilité. L'administration ainsi que les services sociaux de base retournent lentement mais progressivement. Pas aussi rapidement que nous aurions voulu. Les populations regagnent progressivement leurs foyers respectifs. L'espoir renaît chez les Maliens avec une nouvelle constitution consacrant la 4e République. Le Mali qui était hier la risée du monde et le ventre mou de la lutte contre le terrorisme au Sahel inspire respect et la Confédération des États du Sahel est créée aujourd'hui. Les peuples maliens ont fortement impacté la géopolitique régionale, africaine et internationale. Ainsi donc, le processus de refondation dans lequel le Mali s'est résolument engagé repose sur 4 piliers qui présagent sa concrétisation effective. Une vision partagée par le peuple malien, la mise en cohérence des réformes globales à travers des stratégies et politiques publiques, un mécanisme de suivi, évaluation interne et externe fonctionnel et l'instauration d'un esprit de citoyenneté patriotique et engagé. Tout cela est aujourd'hui en cours. Malgré les difficultés, les obstacles, les tentatives et risques de retour en arrière de l'ordre ancien, nous avançons. Nous avançons. Aujourd'hui, quand vous écoutez certains Maliens, ils vous disent qu'ils sont découragés. Ils leur disent faites attention. Un homme, il tombe malade, il se lève, c'est comme ça qu'on grandit. Quand il apprend à marcher, il tombe, il se lève, pourvu qu'il continue. Le Mali se portera bien. Vous savez, lorsque nous avions été nommés Premier ministre, j'ai envoyé un membre du comité stratégique avec le décret voir le shérif de Nioro pour qu'il nous fasse des bénédictions. L'envoyé est revenu. Il m'a dit que le shérif dit de vous tenir la main. Il ne faut jamais vous trahir. Si vous tenez la main, vous restez unis, le Mali sera fort. D'autres vont chercher le visa pour venir au Mali. Et lorsqu'il y a eu les assises nationales, je suis moi-même allé à Nioro. Le shérif est venu ici malade. Il a pris un avion, il est venu à Bamako. Il nous a fait asseoir. Il nous a dit, tenez-vous la main. Ne vous trahissez jamais.
le Mali sera bon dans l'avenir. Les assises sont finies, il est reparti. Je vous ai rappelé cela tout juste pour vous dire qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Les Maliens tiennent à l'idéal d'un Mali de renouveau, d'un Mali refondé, et rien, je dis bien rien, ne nous en détournera. Le peuple a cultivé une telle résistance, une telle résilience, au point qu'il continue de supporter stoïquement les conséquences pernicieuses d'une insécurité rampante, d'une récession économique, d'un cycle de délestage électrique persistant, de l'arrêt de certaines activités économiques, de perte d'emploi, du chômage, des faiblesses du système judiciaire, sanitaire, éducationnel et infrastructurel. Le peuple a compris que le redressement de cette situation, résultant d'une mauvaise gouvernance sur plusieurs décennies, se fera progressivement et laborieusement. Cela justifie sa détermination, sa résilience. Et c'est pourquoi le M5 recommande les points suivants aux autorités de la transition. Maintenir et poursuivre le cap et le contenu du changement, tel que voulu par le peuple lors de la lutte enclenchée en 2020 et définie au cours des assises. Mettre en avant les intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les initiatives et actions gouvernementales. S'imposer les principes de leadership vertueux et républicain, patriotique et exemplaire en toutes circonstances. Observer des principes de rigueur, de transparence dans la gouvernance des affaires publiques, notamment sur les questions de réduction du train de vie de l'État, de maîtrise des coûts des denrées alimentaires de première nécessité, la fourniture de l'électricité, de l'eau, la moralisation des marchés publics et des modalités de paiement de la dette intérieure. Diligenter les dossiers judiciaires ouverts contre les commanditaires et auteurs et complices des tirs et exactions contre les victimes de la crise de 2020, à Sikasso, Kay, puis à Bamako, notamment sur la suite des enquêtes, auditions, des actes sous mandat, des mises sous mandat de dépôt de plusieurs responsables et agents incriminés. Je vous dis qu'au début, même les responsables du M5 ont été entendus. Mais le dossier, on n'en parle plus. Pour quelle raison? On avait l'impression que c'était pour nous endormir au début. Sauf que nous dormons d'un seul œil, l'autre est ouvert. On n'oublie jamais. Des gens sont morts pour que le Mali soit ce qu'il est. Mesdames et messieurs, nous recommandons aussi de créer les conditions sécuritaires, légales, administratives, pour finaliser les réformes pertinentes, la réadaptation de la loi électorale et de l'organe unique chargé des élections, les cartes biométriques aux normes, les listes électorales intègres et une charte des partis consensuelle. Pour la tenue des futurs scrutins apaisés en y associant les forces politiques et sociales. Préserver et renforcer les relations entre le ministère de la Défense et de la Sécurité avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, de notre indépendance. Respecter tous les engagements avec les partenaires de l'AES, notamment au sein de notre organisation, et assumer avec succès la confiance et le leadership actuellement attribués au Mali. Le M5 tient à remercier le peuple malien pour sa mobilisation effective et son soutien constant au gouvernement pendant ces 3 dernières années. Le M5 RFP l'engage à rester mobilisé et vigilant pour la conduite heureuse de la transition, survenue à la suite de la lutte héroïque pour la refondation, la sécurité, la stabilité et la prospérité de la nation. Enfin, le M5 RFP demande à l'ensemble des composants du peuple malien, véritablement acquises au changement, de demeurer une force de veille, une force d'action, une tour de garde, mobilisée et debout jusqu'à l'aboutissement du combat patriotique pour un Mali croix souverain, indépendant, démocratique, républicain, laïque et doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Que Dieu préserve et bénisse les Maliens et protège notre pays.
Bamako, le 22 février 2025. Pour le comité stratégique, le président Choguel Kokala Maïga. Merci bien. Merci.